Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés actions qui montent depuis quelques jours, depuis une paire de jours. Maintenant, c'est quand même une tendance intéressante à noter dans un contexte qui reste un contexte compliqué, bien sûr, sur le plan macroéconomique, mais on voit le CAC 40 qui renoue avec le niveau des 6100 points après 2-3 jours de rallye. On peut constater évidemment que les mouvements sur les marchés en général et sur les marchés actions désormais sont de plus en plus sauvages, mais chaque fois qu'on a vu les indices actions revenir sur des gros niveaux techniques ou sur des points bas importants ces derniers jours, on a vu des mouvements de renversement de tendance, des reversals d'ailleurs assez impressionnants, y compris sur le marché américain. Est-ce que quelque chose est en train de se passer du point de vue des marchés actions? C'est une question qu'on pourra poser à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Des invités avec lesquels nous parlerons également de la Chine. La Chine qui ne veut pas s'embêter avec le bruit statistique de l'économie chinoise pendant ce grand moment politique qu'est le 20e congrès du Parti communiste chinois ouvert dimanche dernier par le président chinois Xi Jinping. Ainsi, la publication du PIB chinois pour le troisième trimestre qui devait avoir lieu ce matin a été annulée en dernière minute afin de ne pas polluer, encore une fois, ce rendez-vous politique. C'est bien la politique qui compte avant tout désormais en Chine, plus que l'économie. Là aussi, nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons sur l'enjeu climatique, l'enjeu du changement climatique et les stratégies d'investissement pour faire face au changement climatique. Nous en parlerons avec l'un des gérants de Montpensier Finance, Nicolas Kiffer, gérant du fonds M Climate Solutions, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché, comme chaque soir à 17h en direct avec vous, Alix Nguyen. Je disais une paire de séances. Non, ce sont 4 séances de hausse consécutives désormais pour la Bourse de Paris. Oui, 4e séance de hausse d'affilée. Wall Street, de son côté, poursuit son rebond. Après Bank of America, hier, Goldman Sachs a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Son bénéfice net a plongé de 44%, mais son activité de courtage lui a permis d'obtenir de meilleurs résultats. Et puis, la banque annonce une réorganisation de ses principales activités en 3 branches: gestion d'actifs et de patrimoine, banque d'investissement et enfin trading et solutions de plateforme. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse. Bon, et puis du côté britannique, la séquence reste confuse, mais les derniers revirements en matière budgétaire et en matière de fiscalité ont quand même eu tendance à rassurer plutôt les investisseurs. Oui, revirement survenu hier sur presque toutes les réductions d'impôts annoncées fin septembre. À noter qu'en fin de matinée, le marché a réduit son avance après le démenti d'un porte-parole de la Banque d'Angleterre à un article du Financial Times, article selon lequel la Banque centrale a décidé de reporter à nouveau son programme de cession de plusieurs milliards de livres d'obligations d'État. Ce dernier a donc indiqué qu'il s'agissait d'une information inexacte. Et puis du côté des statistiques macroéconomiques, des enquêtes auprès des investisseurs, on notera que le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré au mois d'octobre. Une amélioration inattendue. L'indice ZOO est remonté à moins 59,2 après moins 61,9 en septembre. Le consensus tablait sur moins 65,7 en moyenne. Aux États-Unis, la production industrielle américaine résiste. Les chiffres de la Fed font ressortir pour le mois de septembre une croissance de 0,4% de la production. La production manufacturière de septembre grimpe aussi de 0,4%. Et puis du côté des valeurs et même des secteurs qui surperforment aujourd'hui en Europe, comme hier, on notera que le secteur automobile est particulièrement recherché. Oui, Renault est en nette progression sous l'effet d'une dernière retouche du constructeur français à un projet d'accord en vue de la réduction de sa participation dans Nissan dans le cadre de la refonte de leur alliance. C'est une info Bloomberg. Et puis à noter que le secteur automobile profite aussi de la progression des ventes de voitures neuves en septembre dans l'Union européenne. Stellantis, Faurecia et Valeo grimpent.
Tendance, mon ami, chaque soir avec Alix Nguyen en direct à 17h, rediffusé à 20h. Les infos clés de marché dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est avec nous ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. À vos côtés, Benoît Pelloual. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Vega IM et Thomas Friedberger est avec nous également en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général adjoint de Tikehau Capital. Je voulais mettre effectivement la Chine à la une, quelques minutes au moins, pour constater quand même que l'annulation en dernière minute de la publication d'une statistique aussi importante que le PIB n'est sans doute pas quelque chose d'anodin dans le monde actuel. Pourquoi est-ce que la Chine s'affranchit de ce standard de reporting mondial? Évidemment, on a tous compris qu'il y avait le 20e congrès et que sans doute la politique était plus importante ces jours-ci que l'économie chinoise. Mais quand même, c'est pas anodin, Thomas. Non, c'est pas anodin. Après, ça semble pas illogique non plus. On peut penser que le chiffre est pas particulièrement bon. L'économie n'a pas redémarré avec les problèmes de Covid qui persistent et puis la crise immobilière. Il faut bien voir, je pense que le Xi Jinping brigue un troisième mandat, voire un quatrième derrière. Il fait le bilan de ses deux premiers mandats. Et le bilan de ces deux premiers mandats, c'est que la Chine a rattrapé son retard par rapport aux économies occidentales, se positionne maintenant comme le futur leader de l'économie mondiale, avec en plus une zone d'influence chinoise autour du Pacifique et de l'Eurasie qui s'étend, probablement la création d'une zone monétaire alternative au dollar à terme, et que donc c'est là-dessus qu'il veut insister, c'est là-dessus qu'il a insisté dimanche soir, en positionnant la Chine comme futur leader de l'économie mondiale, comme potentiel, on va dire, concurrent principal des États-Unis sur le plan économique, mais aussi sur le plan géopolitique stratégique, ouais. Si vous voulez. Et que donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que le bilan pas très positif de la politique anti-Covid, et puis le fait que le taux de natalité en Chine est en train de s'effondrer, que le taux d'urbanisation est en train de ralentir très fort, ce qui fait que la crise de l'immobilier va probablement durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense, et donc la croissance chinoise va être faible pour les prochaines années, elle cherche à être mise évidemment entre parenthèses. Oui, il n'y a pas de place pour le bruit statistique en ce moment pour l'appareil d'État chinois. Quelle chance vous donnez à la Chine de devenir la première économie mondiale dans un monde qui sera forcément différent de celui qu'on imaginait il y a quelques années. Une Chine qui est reformatée d'une certaine manière, avec un degré d'ouverture, en tout cas vis-à-vis du monde occidental, bien moins important que ce qu'on a vécu évidemment depuis plus d'une décennie maintenant. Est-ce que ce repositionnement de la Chine à l'échelle régionale peut lui permettre d'avoir encore l'ambition d'être la première économie mondiale dans quelques décennies peut-être ? En tout cas, ce repositionnement fait sens parce que le modèle de développement chinois et le modèle de développement mondial, d'ailleurs tout court, qui reposait largement sur la baisse des taux d'intérêt continue et la mondialisation, on voit bien que ça fonctionne moyennement. C'est-à-dire que ça a mis le climat et la biodiversité en danger, ça creuse les inégalités sociales, ça crée des bulles et de la mauvaise allocation de capital avec ces politiques de quantitative easing, donc ça ne marche pas. Et donc sur le long terme, c'est normal que la Chine se positionne autrement. D'ailleurs, les priorités fixées par le Parti communiste chinois ont été assez claires il y a quelques années. C'était adresser le problème du climat, des inégalités et de la dépendance vis-à-vis du dollar américain. Et donc on voit bien que la Chine, aussi parce qu'elle a une démographie qui évolue, cherche à réinventer son modèle de développement avec un marché domestique beaucoup plus développé. Les dépenses de consommation chinoises en valeur absolue dépasseront celles des États-Unis l'année prochaine, en 2024. Et donc aujourd'hui, le Chinois qui est plus âgé, qui a un salaire plus élevé, où il y a 2 salaires à la maison en général, puisque la femme chinoise travaille, il n'y a plus d'enfants à la maison, devient un consommateur. Et ça tombe bien, puisque la Chine cherche à créer une zone où ses partenaires commerciaux s'endettent et commercent dans sa devise, donc une devise forte basée sur un marché domestique fort, et donc on n'est plus du tout sur une Chine qui exporte des produits pas chers avec une devise sous-évaluée, ce qui était très désinflationniste, et donc le reste est plutôt inflationniste, mais c'est logique que la Chine se positionne comme ça. Bon, sur ce cas chinois, Edmund, qu'est-ce que vous retenez déjà des messages qu'on peut nous interpréter en tant qu'investisseurs occidentaux de ce qui se passe dans ce congrès? Très peu de choses pour l'instant. Pas vraiment de nouvelles, Edmund? Non, malheureusement, on sait que
y a toujours des problèmes avec la croissance, à la fois domestique, mais aussi la croissance des exportations, parce que la demande aussi est assez faible en Europe et aux États-Unis. La demande domestique reste faible à cause de la politique zéro Covid. Donc, s'il n'y a pas de changement dans cette politique zéro Covid, pas de changement dans la tendance plutôt morose de la demande domestique. Voilà. Et pour les exportations, on a le même problème avec la crise énergétique en Europe. Aux États-Unis, on a quand même un ralentissement de demande. Voilà, moi je pense qu'on peut voir peut-être une tendance déflationniste, exporter de la Chine vers surtout les États-Unis, parce que le prix du bien exporté de la Chine vers les États-Unis va quand même baisser. Quoi. Les prix à la production en Chine sont en train de s'effondrer aujourd'hui. Depuis un bon moment quand même. Et normalement, ça suit 3 mois plus tard avec une baisse des prix de biens aux États-Unis. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour les États-Unis, mais pour la Chine, pas forcément. Et ça veut dire qu'il n'y a pas, sur le plan conjoncturel, dans les 2-3 prochains trimestres, enfin horizon 2023, il y a quelque chose à attendre d'un rebond chinois, ou est-ce qu'il faut remiser cette idée au placard définitivement ? Non, je pense qu'ils vont annoncer des mesures, mais peut-être après le Congrès, pas pendant le Congrès. Donc... Parce que là, ils ne seront pas à 5 ou 5,5% de croissance. Enfin, il reste un trimestre pour ça, c'est plié, c'est mort. Non, mais c'est mort. C'est mort, on le sait, pour 2022, oublie. Même pour 2023, ça va être super difficile, super compliqué. Sauf si ils arrivent à relancer la machine, le marché immobilier. Mais qui va être très difficile, parce que pour l'instant, la demande reste un peu difficile. Ils ont quand même assoupli la politique monétaire, mais évidemment, ça ne suffit pas pour relancer le marché immobilier. Il faut faire plus que ça. Et pour l'instant, on est toujours en attente. Comment vous expliquez qu'ils n'arrivent pas à sortir de la stratégie zéro Covid ? Alors évidemment, c'est un point de satisfecit pour Xi Jinping qui a mis énormément de son capital politique là-dessus. Non mais je comprends cette idée-là, mais à un moment, il voit bien quand même le pain, la douleur que ça inflige à l'économie et aux populations. Honnêtement, Grégoire, je pense qu'ils attendent le lancement de nouveaux vaccins basés sur les technologies mRNA, comme on a déjà de la part de Pfizer, Moderna, mais eux, ils vont faire leur version qui va peut-être lancer Donc c'est juste que 2023. Ça prend du temps alors. Voilà. Parce que si on a le nouveau vaccin qui est quand même plutôt efficace contre l'Omicron, les variants Omicron, à ce moment-là, on lance un programme de vaccination dans le pays national, et après on peut commencer à relancer un programme d'ouverture ville par ville avec les villes tier 1 au début et peut-être après le reste du pays après. Voilà, mais ça prend du temps. Benoît, votre analyse sur le cas chinois, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'on a dit ? Et puis, je ne sais pas, quels sont peut-être les autres aspects qui méritent un peu d'attention aujourd'hui ? Je pense au yuan, par exemple, mais je vous laisse commenter. L'aspect le plus immédiat, c'est effectivement cette politique zéro Covid. Visiblement, il ne faut pas attendre que ça change drastiquement. Il y a quand même la volonté d'être un peu plus flexible. Donc, on a quand même conscience du coût économique. Je pense effectivement que c'est très lié à l'arrivée de ces nouveaux vaccins. En réalité, effectivement, il y a un satisfecit politique, mais c'est lié à des vaccins qui sont moins efficaces, donc on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça, et dès qu'on pourra faire autrement, on fera autrement. Globalement, ce qui ressort de ça, c'est une vraie reprise en main politique, effectivement, sur la sphère économique. On va vers une économie de plus en plus étatisée, administrée, et pas l'inverse, et donc une économie qui se déconnecte probablement du reste des marchés. On voit sur la question, le terme de croissance économique n'est même plus une fin en soi. On parle plus de prospérité, mais de croissance équilibrée. Alors, je pense que équilibré, il ne faut pas s'attendre à de la redistribution type social-démocratie européenne, etc. Ce sera autoritaire, manifestement. Et puis même sur le segment de la technologie, alors il y a des enjeux géopolitiques avec les États-Unis, mais c'est une réponse à cette politique de containment des US sur les Chinois qui veulent être autosuffisants sur ces questions de technologie. Donc là, c'est très clairement du protectionnisme où on va sponsoriser d'un point de vue étatique les entreprises. Et en réalité, tout ça, ça montre que c'est une économie qui est de moins en moins en contact avec les marchés. La conséquence pour les investisseurs internationaux, paradoxalement, une économie planifiée mais qui offre de la visibilité, en réalité, c'est une économie qui mérite une prime de risque, parce que tout simplement, on est à la merci de décisions politiques qui peuvent être totalement inattendues. Il ne faut pas oublier que le marché de l'immobilier, après l'avoir nourri considérablement, c'est en ayant mis le coup de resserrement où on l'a mis dans sa difficulté. Donc c'est purement des décisions étatiques. Et je pense que ça, les investisseurs en sont conscients. Les actifs chinois sous-performent. Ce qui est exposé à la Chine a plutôt tendance à sous-performer au-delà de quelques exceptions. Et je pense que ça, c'est le reflet d'une prime de risque parce que c'est un peu moins investissable avec la visibilité qu'on pouvait avoir auparavant. Donc la situation est beaucoup moins lisible. Maintenant, sur les enjeux économiques à plus ou moins long terme, est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs de croissance ?
c'est très difficile à voir dans la mesure où ces économies très planifiées, en général, n'ont pas brillé par un succès économique éblouissant, en réalité, même pour leur propre prospérité. Et je pense que le problème central à long terme, c'est la démographie. Ouais. Et ça, l'État ne peut pas faire grand-chose. Les politiques natalistes partout dans le monde, ça ne marche pas. Et la Chine... Ils en sont à 3, enfin ils recommandent 3 enfants maintenant, c'est ça enfants, exactement, ce qui sera probablement, comme toutes les politiques natalistes, un énorme échec. Ouais. Et en réalité, c'est un pays qui perd de la population active, qui vieillit très vite. Et ça, ce n'est pas compatible avec une croissance qui continue. J'ai en tête une population chinoise divisée par 2, peut-être, d'ici la fin du siècle, ou 2050 ou 2100, j'ai plus le... Mais c'est au point où ça va même challenger les perspectives de population mondiale, etc. Enfin, c'est un vrai enjeu en réalité, et ça, l'État ne pourra pas faire grand-chose contre ça, malheureusement. Question très difficile, mais je la pose quand même. Dans le court terme, en tout cas dans l'horizon de quelques années, une Chine peut-être affaiblie, en tout cas avec un régime de croissance inférieur, une urgence démographique qu'elle n'avait peut-être pas vu venir aussi vite dans cette ampleur-là. Est-ce que c'est une Chine moins agressive sur le plan géostratégique ? Je pense à Taïwan, évidemment. Ou est-ce que ça peut, au contraire, peut-être, je ne sais pas, avec l'idée d'un nationalisme exacerbé, est-ce que ça peut accélérer le mouvement de réunification de la Chine, qui reste évidemment totalement dans le plan de Xi Jinping. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute possible. Thomas. Qui reste une priorité, il l'a dit, il l'a dit dimanche, donc là-dessus, il faut le croire, parce que l'avantage de la Chine, c'est que quand ils disent quelque chose, en général, ils le font. Alors, ils savent qu'ils ont le temps pour eux sur ce sujet-là, et puis bon, la guerre Ukraine-Russie est aussi porteuse de leçons, probablement, au niveau militaire, pour ça. C'est pas si facile que ça à réaliser. Mais... Je suis pas entièrement convaincu que la Chine est condamnée à l'échec. C'est-à-dire que on assiste à la naissance d'une zone qui va être plus indépendante du dollar américain, que ce qui se passe là-bas en termes de politique, on va dire de dirigisme, est probablement précurseur de ce qui va se passer chez nous. C'est-à-dire que c'est le retour des politiques industrielles, et donc quand la Chine dit investissez dans ces secteurs-là et pas dans ceux-là, c'est aussi ce qui risque de se passer chez nous à un moment ou à un autre. Alors évidemment pas dans les mêmes proportions, mais il faudra écouter ce que disent les gouvernements occidentaux aussi sur leurs priorités, puisque je suis convaincu que les politiques qu'on a vues pendant la crise de la Covid, qui sont d'arroser l'économie en général, sont pas soutenables. Ouais. Il faudra faire des choix de politique très forts, et les choix de politique très forts dans lesquels les États-Unis, Israël, l'Europe, le Japon qui vont faire seront probablement porteurs de croissance, et donc c'est ce que fait la Chine aujourd'hui est probablement annonciateur de ce qui se passera ailleurs. Donc je pense qu'il faut regarder ça avec attention, ne pas dénigrer ce qu'ils font. Après tout, ils ont quand même réussi à faire des choses assez impressionnantes sur les dernières décennies. Ils ont doublé la taille de leur économie entre 2010 et 2020 déjà. Et donc oui, ils ont des challenges devant eux, mais ils font aussi des choses très intelligentes par ailleurs. Petite parenthèse sur le dirigisme, parce que évidemment, comme vous le dites, c'est quelque chose qu'il va falloir savoir appréhender aussi chez nous. En tant qu'investisseur privé, vous êtes convaincu que le politique est en capacité de faire les bons choix technologiques, les bons choix d'investissement sur des thématiques complexes. Je ne sais pas, je vois Carlos Tavares qui détruit le dogme de l'Union européenne sur l'électrique dans l'automobile. Je vois toutes les interrogations que certains experts peuvent avoir sur la question de l'hydrogène, notamment, et de la place de l'hydrogène dans un mix énergétique. En tant qu'investisseur privé, le but est quoi ? De suivre les politiques publiques parce qu'on sait que c'est là où l'argent sera fléché ? Ou est-ce qu'il y a quand même une part de raison et puis de subjectivité à avoir par rapport à ces choix ? Non, il y a évidemment une part de raison. Il y a une part de raison, et les politiques publiques n'ont pas toujours été couronnées de succès. Mais je crois qu'il faut regarder quand même ça avec humilité et éviter l'occidentalocentrisme quand on regarde ce qui se passe en Orient, parce qu'ils ont aussi fait des belles choses. Sur la question de la transition énergétique, alors ok, tout le monde ricane ici parce que ils sont encore au charbon, etc. Mais enfin, il se passe quand même des choses là-bas, très concrètes dans la transition énergétique. Ça va prendre du temps, mais il y a quand même une méga tendance qui est en train de se créer. Alors, qui va la capter ? Est-ce que c'est des acteurs locaux ? Est-ce que c'est des acteurs internationaux ? On n'en sait rien, mais en tout cas, avoir des bases d'investissement là-bas, regarder ce qui se passe, essayer de comprendre comment ils raisonnent, et ce n'est pas forcément les modèles de raisonnement occidentaux, ça vaut le coup, parce que la croissance en Asie, ce n'est pas fini.
Quand on y va, on voit bien que la croissance, elle est plutôt là-bas et moins c'est ici, booming. et que Il y a des endroits où c'est se booming. moquer d'une croissance qui ralentit là-bas, je pense que c'est pas une bonne idée. Il y a des enseignements à suivre du dirigisme chinois, de la planification chinoise. Non, mais parce qu'on va en venir à l'Europe et on voit bien quand même, il y a une demande sociale infinie aujourd'hui. On se tourne vers les États pour le pouvoir d'achat, pour le climat, pour les inégalités sociales, les questions de démographie. On retrouve exactement les mêmes problèmes. Quelle va être la différence dans la manière dont on va nous traiter ces problèmes par rapport à la manière dont la Chine les traite aujourd'hui? Alors je ne sais pas si on les traitera avec la même dose de dirigisme. Non, mais le rôle de l'État dans l'investissement aujourd'hui là en Europe, c'est ça qui m'intéresse. Non, parce que le poids de l'État et le dirigisme politique est un bon playbook pour des investisseurs privés. Ce sera un sujet d'éternel débat. En réalité, moi je suis pas forcément... Je ne suis pas convaincu que l'État est le mieux placé que le secteur privé pour diriger et savoir quels sont les investissements les plus pertinents. C'est évoqué justement l'hydrogène, c'est un sujet très intéressant, mais il y a à peu près tous les États du monde qui prennent des initiatives publiques en faveur de l'hydrogène. L'un des seuls pays où il n'y en a absolument aucune, ce sont les États-Unis. C'est là-bas où tous les brevets et quasiment toute l'innovation qui se fait autour de l'hydrogène est en train de naître en réalité. Donc vraiment, ça c'est une question de politique en réalité, de savoir est-ce que l'État est le mieux placé que le secteur privé pour faire les investissements pertinents. C'est sujet à débat. Je ne suis pas complètement convaincu que l'État peut se substituer durablement là-dessus. On le voit sur le choix de politique énergétique. Voilà, ça peut être très difficile. On peut se tromper. Je ne dis pas que le secteur privé se fera forcément mieux, mais en tout cas, l'État a montré que ce n'était pas toujours le mieux placé pour faire les bons choix. Pourtant, c'est bien l'État qui, aujourd'hui, est en première ligne sur ces questions-là, malgré le track record bien sûr, peu parce faible. que les questions d'aujourd'hui sont des questions qui sont liées précisément au rôle de l'État, c'est-à-dire qu'on est en train de gérer des externalités négatives. Et c'est ça le rôle de l'État. L'État est là pour gérer ces externalités négatives. Et là, on a un choc énergétique, on a eu la crise Covid. Personne ne remet réellement en cause le rôle de l'État dans ces événements-là, qui sont des événements qui sont voués à faire intervenir l'État. Maintenant, l'État, en grand planificateur et régulateur d'à peu près toute la sphère économique, comme ce qui se profile manifestement en Chine, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure nouvelle. Bon, on peut peut-être tranquillement dériver vers le sujet britannique qui nous amène à parler de l'Europe. Edmund, non, mais je résumais ce matin les choses en me disant mais quel gâchis quand même au Royaume-Uni. Enfin, bon, on a parlé tout depuis 15 jours, 3 semaines. Mais je me dis, elle a complètement détruit tout son capital politique en un mois. Et au final, le Royaume-Uni va se retrouver à devoir conduire une politique beaucoup plus austéritaire que ce qui aurait été nécessaire, simplement parce que ça a été 10 jours... 15 jours d'inconsistance politique totale. Oui, mais on peut considérer aussi c'est quand même le résultat de Brexit qui avec le vote en 2016. Donc on a quand même 6 ans plus tard, on voit la réalité des choses. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que en plus après 12 ans de la partie conservateur en gouvernement, on voit bien qu'est-ce qui se passe. On a des premiers ministres qui passent de pire en pire. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. En tant que j'ai un passeport britannique et aussi un passeport français, heureusement que j'ai aussi le passeport français, parce que pour l'instant, j'ai honte de mon passeport britannique, en fait. Moi, je dis, ne rions pas de la situation. Non, mais c'est ce que je disais, pas de Schadenfreude. Ne rions pas et ne nous moquons pas de ce qui se passe au Royaume-Uni. Le Brexit, on vous l'avait bien dit. Parce qu'encore une fois, on viendra parler de l'Europe continentale. Ouais. C'est peut-être moins fort, moins violent. Mais la tension entre les marchés, la Banque centrale et les États, on la voit monter également en Europe continentale. Exact. On a aussi une crise énergétique en Europe continentale, comme au Royaume-Uni. On a des grèves, les effectifs réclament des augmentations de salaire importantes. En France, on voit aujourd'hui avec le CGT, en Allemagne, partout. On a partout le même problème. Voilà. Donc, on subit quand même un taux d'inflation supérieur aux augmentations de salaire. Je note bien que mon augmentation de salaire en 2021 était 0%. Mais malheureusement, le taux d'inflation n'était pas à 0%. Non. Donc, on souffre tous. Voilà. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la situation britannique, si elle doit rester un cas unique dans sa violence et son ampleur en matière de crise, et ce que nous vivons aujourd'hui en Europe? Je pense qu'effectivement, il ne faut pas changer de direction au niveau de politique fiscale comme au Royaume-Uni, qui visiblement n'est pas le cas en Europe pour l'instant. Sauf que
Sauf que les Allemands commencent à changer un peu. Les Allemands qui, dans l'histoire, ils étaient toujours très prudents, parlaient toujours de maintenir quand même déficit budgétaire moins de 3% du PIB. Maintenant, ils ont jeté ça par la fenêtre et ils ont dit non, il faut quand même soutenir les foyers en Allemagne, il faut subventionner tous les foyers en Allemagne. Comme d'ailleurs les Anglais ont déjà fait, mais ils vont faire la même chose en Allemagne, enfin. Bon. En proportion, les Allemands mettent autant de points de PIB sur la table qu'ils l'appellent au Royaume-Uni. Mais oui, sauf que l'Allemagne... Sauf que l'Allemagne fait toujours partie de la zone euro. Ben oui, puis ça fait des années qu'elle se prépare à ça. Donc elle a les moyens et les marges de manœuvre. Oui, mais ça peut disparaître assez vite aussi. On peut avoir un changement de statut du Bund. Le Bund peut changer de statut à un moment, Edmund. Même le trésor US, hein, tout est possible. Les niveaux de liquidité dans les marchés obligataires aujourd'hui, on l'a vu en Angleterre, c'est faible. Mais c'est aussi faible dans les autres marchés obligataires, comme en Europe, aux États-Unis, partout. Partout, on peut avoir des problèmes de stabilité financière, comme au Royaume-Uni. Ça peut se voir. Il ne faut pas dire c'est pas possible. Attention. Comment vous mesurez ce risque d'ailleurs aujourd'hui, Benoît? Cette question de la liquidité sur des marchés de taux, des marchés monétaires qui sont normalement d'une taille et d'une profondeur infinie. On compte en dizaines de trillions de dollars pour ces marchés-là, qui sont vitaux pour les systèmes économiques. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Et c'est justement ce genre de phénomène. Jusqu'à présent, on était dans un scénario où l'économie ralentit, la récession, grosso modo, la plus attendue depuis très longtemps, cette récession, et tout le monde pense qu'elle va être modérée, etc. C'est justement ce genre de phénomène qui laisse à craindre qu'on peut dévier d'un scénario plus négatif vers un scénario plus négatif. À titre d'exemple, sur le 10 ans japonais, il y a quelques jours, il n'y avait eu quasiment aucun trade effectué sur le 10 ans japonais. Pendant 4 jours, il n'y a aucune dette japonaise qui a été traitée. C'est absolument pas rassurant ce genre de phénomène, surtout quand ça a lieu sur des devises qui sont utilisées dans les échanges internationaux quotidiennement, normalement. Donc nous c'est un peu ce qui nous inquiète, c'est un peu ce qui pourrait inciter le marché à aller tester des scénarios un peu plus sombres en réalité, et on n'est pas spécialement rassuré par les rebonds et les séances un peu sauvages. On y viendra. Effectivement, on voit que il y a des questions sur la liquidité. Ça fait déjà un bon moment où la volatilité sur les taux elle est élevée, les signes de stress sur le crédit sont déjà assez élevés. C'est quoi les références qu'on a en la matière quand on mesure ce stress un peu global, systémique? En fait, c'est justement quand on essaie de le mesurer, qu'on prend tous ces indicateurs, les spreads interbancaires, monétaires, les spreads de crédit, etc., on s'aperçoit qu'on est revenu sur un niveau de stress de liquidité qui est comparable au Covid, déjà à peu près. Donc c'est quand même pas rien, c'est assez inquiétant. Alors je pense que le Covid, on n'est pas allé beaucoup plus haut parce que les États sont intervenus, les banques centrales, extrêmement rapidement, donc on n'a pas matérialisé l'intégralité de ce risque, bien évidemment. Donc la référence avant, c'est 2008, et on en est encore assez loin. On n'est pas dans une situation de crédit crunch, c'est absolument pas la question. Néanmoins, on est dans une zone qui indique que on ne peut pas écarter la matérialisation d'une éventuelle crise financière. Et il ne faut pas oublier qu'un resserrement monétaire qui se passe bien, ça n'arrive pas en fait dans l'histoire. Tous les resserrements monétaires se sont traduits soit par un passage en récession, soit par une période de volatilité intense avec la matérialisation ou pas d'une mini ou grosse crise financière. Donc ça, c'est pour ça qu'on reste prudent, notamment sous cet angle-là, de se dire il y a la sphère macroéconomique, mais il y a aussi ces questions liées à la liquidité qui sont un vrai problème, qui peuvent faire déraper vers un scénario un peu plus négatif. Tant qu'on n'a pas écarté ça, c'est dur de se montrer franchement plus optimiste. Est-ce que le risque systémique qu'on a vu poindre sur le marché britannique, est-ce que ce risque-là est écarté aujourd'hui, selon vous, Thomas? Et puis, plus globalement, comment vous mesurez ce risque pour la stabilité financière? Et dans quelle mesure est-ce que ça fait ou non rentrer les banques centrales dans une histoire différente? Bon, déjà, je pense que d'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques années sur ce plateau. Je crois que la fin du super cycle de baisse des taux marque effectivement la fin de l'entente cordiale entre les gouvernements et les banques centrales. Et ça, je me rappelle qu'on avait abordé ce sujet-là. Moi, j'en suis totalement convaincu, parce que quand les taux ne font que baisser, les États émettent de la dette et puis les banques centrales baissent les taux, tout va bien. Quand l'inflation revient, les banques centrales resserrent la politique monétaire et les États, eux, ont des politiques fiscales qui doivent s'adapter à ça, et puis des besoins d'émissions forcément qui sont plus impactés par les taux plus élevés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la remontée des taux nous rappelle quand même au bon souvenir que, 1, la liquidité a un coût, et 2, le capital a un coût.
Et le coût du capital, on avait aussi eu tendance à l'oublier un peu avec les quantitative easing. Mais le coût de la liquidité, il est effectivement très important. Et quand les conditions monétaires se resserrent, la liquidité est contrainte. Et effectivement, on va voir, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais les mismatchs de liquidité qu'il y avait dans le secteur bancaire en 2007-2008 se sont peut-être translatés ailleurs. Donc l'épisode des fonds de pension anglais est un bon exemple. Ça ne met pas en danger la solvabilité du système, mais les crises de liquidité, elle est bien là. Est-ce que c'est le canari dans la mine ou pas, avec des effets ailleurs, puisque les fonds de pension liquident des positions parfois illiquides en secondaire, qui peuvent avoir des impacts sur les niveaux de valorisation d'actifs illiquides ailleurs dans le système. On va voir ça, mais clairement, il est possible que ce risque de liquidité se soit translaté ailleurs. Donc, on va voir où sont les mismatchs. Et sur les segments de marché les moins liquides, vous disiez la liquidité, ça mérite une prime ou une prime de risque. Là où on a le moins de liquidité, elle existe cette prime de risque, elle est déjà formée ou si vous regardez par exemple un marché dont on ne parle pas beaucoup sur ces antennes et qui est moins visible, peut-être, c'est le marché du secondaire de private equity. C'est assez intéressant. Le secondaire de private equity, donc le secondaire de private equity présente un gros avantage, c'est que en tant qu'acheteur de secondaire, vous achetez des portefeuilles complètement déployés, donc vous ne souffrez beaucoup moins de la courbe en J, très diversifié puisque vous achetez plusieurs portefeuilles dans un même fonds, et donc vous êtes très diversifié. Vous avez pas de courbe en J. Ces portefeuilles-là, il y a encore quelques mois, traitaient à une prime par rapport à la valeur de liquidatif des fonds. Des actifs, d'accord. Des actifs, parce qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, tout simplement. Aujourd'hui, ça traite à des niveaux de discount très importants, parce qu'il y a des vendeurs forcés. Ouais. Et donc, ça vous montre bien que la liquidité qu'on retrouve le coût de la liquidité avec les conditions monétaires qui se resserrent. Ouais. Et ça va être le cas sur d'autres classes d'actifs. Les prêts bancaires syndiqués, par exemple, c'est un très bon exemple également. Vous avez beaucoup de fonds qui offrent de la liquidité alors que l'actif, en fait, a une liquidité extrêmement limitée. Et puis, on verra ça aussi sur des actifs supposés liquides, probablement avec des activations de gate, par exemple, de mécanismes de protection de liquidité. Et donc, on va voir ce qui tient et ce qui ne tient pas. Ça va être, je ne sais pas où vont être les points. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, on a beaucoup parlé aussi des acteurs énergétiques. C'était les propos du ministre allemand. Attention, il y a un risque de moment Lehman sur des grandes sociétés énergétiques. Je crois avoir vu, c'est ce que rapporte Bloomberg aujourd'hui, que Enel, en Italie, demande beaucoup de milliards, un soutien peut-être de beaucoup de milliards de la part de l'État italien pour assurer sa liquidité sur des produits de marché, parce que c'est aussi un acteur du marché énergétique, Enel. Voilà, mais cela dit, heureusement, au moins pour l'instant, les prix énergétiques en Europe sont en baisse. Oui, c'est bien de le rappeler. Mais il faut que ça continue. Ça continue pour effectivement alléger cette pression sur les acteurs énergétiques. Mais moi, je pense qu'il faut quand même acheter tout ce qui est producteur d'énergie en Europe et partout dans le monde en ce moment, parce que je pense que le prix d'énergie va quand même remonter durablement, le prix du pétrole et tout. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité d'achat en ce moment. Ouais. Continuons peut-être sur les opportunités d'achat. Enfin, globalement, alors, donc l'énergie, ça reste un thème d'investissement pour vous, Edmund, vous n'en avez pas dévié. Si on prend les classes d'actifs, les grandes classes d'actifs, est-ce qu'on a retrouvé quand même des alternatives avec lesquelles on se projette de manière un peu plus constructive, malgré tout ce qui nous attend, la récession, etc., etc. Oui, je pense que la classe d'actifs Credit Investment Grade aux États-Unis m'intéresse beaucoup. Aux alentours de 6% de rendement, c'est quand même intéressant maintenant. C'est vrai que pour un investisseur basé en euros, c'est un peu compliqué parce que la devise est quand même assez faible, mais si on peut trouver moins de se hedger contre la devise, je pense que 6% c'est quand même pas mal. Ou sinon, peut-être les obligations COCO des banques européennes. Parce que ces derniers jours, le rendement a quand même explosé. Ouais. Donc on a des niveaux intéressants aujourd'hui. Donc les banques plutôt côté crédit, si je comprends. Voilà. Oui, exact. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les marchés, Benoît ? Puis je veux bien qu'on détaille un peu le cas action, parce que c'est ce que je disais en introduction. Alors, c'est des mouvements du quotidien, donc je ne sais pas quelle valeur leur donner. Mais ça part quand même bien, généralement, d'un mouvement du quotidien. S'il faut qu'il y ait une tendance, elle part bien à un moment, un jour, d'un mouvement du quotidien. On a eu quand même des phénomènes sur les marchés actions de renversement de tendance au cours d'une séance, d'une séance à l'autre, qui sont assez spectaculaires ces derniers temps.
Ils sont très spectaculaires et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de rassurant justement parce que historiquement, quand on regarde des marchés actions, déjà la volatilité globalement des marchés actions était en retrait par rapport aux autres classes d'actifs. Et on voit qu'on est en train, justement, sous l'effet de ces séances très très volatiles, on est en train de remonter progressivement. Et justement, on n'a pas encore eu les signes de capitulation sur les marchés actions. Donc on a des chances de renouveler cette volatilité. Enfin, en tout cas, on pense qu'on a de la volatilité encore pas mal à venir sur les marchés actions. Mais oui, ces rebonds très violents, en réalité, ne sont pas spécialement rassurants. C'est caractéristique des phases de bear market assez longs, en réalité. Quand on regarde l'éclatement de la bulle TMT, quand on regarde la grande crise financière 2008, il a été courant d'avoir des séances avec des retournements aussi rapides. On a eu des rebonds parfois extrêmement spectaculaires. Entre 2000 et 2003, il y a eu 6 ou 7 rebonds de l'ordre de plus de 20% sur les indices. Le Nasdaq a même fait un rebond à plus de 50%. Même chose durant la grande crise financière. Et tout ça a précédé justement finalement le point bas. Il y avait d'ailleurs une étude très intéressante, je crois que c'était le Wall Street Journal qui avait publié ça, qui montrait que ces stratégies buy the dip ne fonctionnaient pas du tout en réalité. Depuis quasiment, on avait les pires rendements sur 10 jours après avoir acheté les plus bas depuis les années 30 quasiment. Donc c'est très dangereux en fait ce genre de stratégie, ce genre de marché. Et c'est caractéristique d'un marché qui peine à valoriser une situation dont la macroéconomie est perturbée par des phénomènes de liquidité, des risques qui peuvent très largement tilter à la baisse le scénario central. Maintenant, si on regarde ce qui est fondamentalement valorisé sur les actions, on valorise un peu ce scénario d'une récession, je dirais modérée, etc., a été un peu challengé à la baisse. Maintenant, avec les séances de rebond, on doit revenir autour de ça, mais on voit bien que les marchés actions restent dans ce scénario où on matérialise une récession modérée, c'est-à-dire une contraction de l'ordre de 1% du PIB sur 12 mois, avec une contraction des EPS de l'ordre de 10% en Europe. Ça semble un scénario assez confortable. Ça, c'est ce qu'on peut encaisser sur les niveaux de valorisation sur lesquels on est aujourd'hui. Grosso modo, quand on regarde les niveaux de PE aujourd'hui en Europe, si on voit ce qui est actuellement valorisé, on est plutôt sur une contraction des PE de l'ordre de 10-12% en Europe, alors que le marché, en 2023, il attend quoi, 2,5-3%, je crois, pour un indice comme le Stock 600. Ouais. Ça, c'est grosso modo ce qui peut être un peu encaissé pour avoir un PE qui revienne autour de sa moyenne. Ouais. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le monde que tout le monde attend. Ça se passe jamais pile poil comme on l'attend, et souvent ces scénarios-là ont été challengés. Les marchés ont régulièrement, sous l'effet de ces craintes de liquidité, etc., sont allés pricer des scénarios qui étaient un peu plus durs. À titre de comparaison, une récession sévère de l'ordre de 2% de contraction du PIB avec ces phénomènes de problématiques de liquidité, on peut très largement tilter à la baisse les indices de l'ordre de 20-25% encore. Quoi. Ouais. Donc, partant de là où on est. Quoi. Encore une fois, tant qu'on n'a pas écarté cette problématique de liquidité, on ne peut pas écarter la matérialisation d'une crise financière. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais pour l'instant, on ne peut pas véritablement l'évacuer. Et qu'est-ce qui viendra écarter ce risque de liquidité, Benoît ? Qu'est-ce qui permettra d'être rassuré par rapport à ça ? Ce que tout le monde cherche, le pivot de la Fed. Mais il n'y en aura pas. En tout cas, on est malheureusement assez convaincus. Alors, si on regarde fondamentalement, il y aurait matière à faire une pause en réalité. Les anticipations Alors, une pause, c'est déjà bien. C'est déjà un premier pivot, quoi. Une première étape. Compte tenu de ce qui est attendu et de ce qui est vendu par la Fed, ça pourrait être assimilable par le marché à un pivot. On aurait un rebond assez considérable du marché lié à cela, puisque quand on regarde les anticipations de la part des ménages, on est revenu sur les moyennes des 30 dernières années, donc on peut se dire que c'est ça le rôle d'une banque centrale. Le marché du travail commence à se dégrader. Les effets du resserrement monétaire sont en train de se matérialiser. Ouais. On n'anticipe plus un changement de régime de l'inflation. Les swaps d'inflation ont commencé à corriger assez significativement. On pourrait se dire que la Fed peut s'arrêter là, en réalité, et voir au moins ce qui se passe, mesurer ses effets. Tout le monde est assez convaincu en réalité qu'on va aller plus loin. L'inflation en spot est encore trop élevée, malheureusement, même si on pense que le pic, finalement, on y est, ça va décélérer, mais elle est encore trop élevée. Et la Fed, il y a une question de crédibilité, va aller plus loin. Donc oui, et effectivement, pour l'instant, on n'a pas eu la capitulation des marchés face à cela. Non. Donc il y a encore potentiellement des turbulences, oui. Est-ce qu'on est dans la dernière étape du réglage de la politique monétaire américaine, de la restriction monétaire américaine, le fine-tuning final, parce qu'on ne parle que de ça. Donc est-ce qu'on est en train de jouer à 25-50 points de base près pour identifier le taux terminal, parce que c'est le sujet, ou est-ce que non, il y a un vrai risque que ce taux terminal ne soit pas encore stabilisé ? Il faut avoir pour ça la perspective de l'inflation, bien sûr.
Personne n'en sait rien. Ouais. Bonne Mais- réponse. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 70, qui est quand même la dernière fois. Non, mais ça veut dire, même après tout le chemin qu'on a fait, 300 points de base de choc de taux, un taux terminal à plus de 4,5, on n'en sait toujours pas plus sur le point d'arrivée. La dernière fois qu'il y a eu beaucoup d'inflation dans le monde. Donc ça a commencé en 1973 avec le choc pétrolier et la guerre du Kippour. L'inflation a commencé à baisser en 1982, 9 ans plus tard, quoi. Ouais. Et non seulement avec des taux à 20%, alors ok, ils partaient de plus haut de la Fed, quelques erreurs de politique monétaire, justement de pivot trop largement anticipé. Volcker baisse les taux entre-temps. quand il arrive, je crois. Ouais. Ouais, et son prédécesseur avait également fait des erreurs. Ouais. Mais surtout, et ça on n'en parle pas beaucoup, un boom de capex dans le pétrole gigantesque dans les années 70 qui n'aura pas lieu cette fois-ci puisque les banques sont plutôt réticentes à financer des projets dans l'exploration-production aujourd'hui. Donc ce boom aura lieu plutôt dans les énergies renouvelables mais qui sont plutôt moins transportables et moins... en tout cas, il va falloir beaucoup de capex, donc ça va prendre du temps. Et donc là, on parle de pivot de politique monétaire après moins d'un an de resserrement, j'exagère peut-être un peu, mais la dernière fois, ça a duré très longtemps. Donc, on n'en sait rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que même sans attendre ça, il y a déjà des bonnes opportunités un peu partout, que la dispersion est en très forte augmentation, que c'est probablement pas fini parce que quand les taux baissaient continuellement et que la mondialisation permettait une génération de résultats à peu près uniforme dans le monde, la dispersion n'était pas forcément très, très forte. Aujourd'hui, le fait que la démondialisation soit un fait et que les taux remontent et que les taux d'imposition sur les sociétés vont remonter, alors ils n'ont pas remonté au UK pour l'instant, mais enfin ils vont remonter un peu partout. Ils vont pas baisser en tout cas. Fait qu'en fait, les meilleurs managements, les meilleures sociétés, celles qui sont le mieux positionnées, vont surperformer et que ça se voit déjà dans toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'investment grade européen, dans le high yield européen, vous avez déjà des très belles opportunités d'investissement. Bon, dans les subordonnées financières, je suis assez d'accord que c'est là où il faut investir dans les banques. C'est plutôt pas dans les actions, c'est dans les obligations. Ouais. Et puis, même sur les actions, il y a des secteurs comme les meilleures sociétés dans le secteur de la grande consommation qui sont des très bons allocateurs de capital parce qu'ils investissent très régulièrement partout dans le monde. Ils vendent des petits produits sur lesquels ils sont très bons à passer l'inflation. Vous avez des actions comme ça qui traitent déjà sur des niveaux très décotés, je trouve. Donc, qui valent le coup sur le long terme de regarder. Il n'y a pas besoin d'attendre la récession en fait. Le marché a été vite quand même en intégrant tout ce qui pouvait arriver dans les prochains mois et les prochains trimestres. Ouais, on a déjà dit que la dispersion était la nouvelle forme de correction, on en est convaincu et donc il y a déjà des très belles choses à faire dès maintenant, en restant prudent quand même. Mais... Benoît, sur ce qui vous intéresse dans l'investissement aujourd'hui alors c'est vrai qu'on retrouve effectivement, sous l'effet de cette dispersion, on retrouve effectivement des choses à faire. Alors les amis stock pickers sont dans les starting blocks parce qu'en réalité... Alors, ça peut paraître assez paradoxal, mais une fois qu'on aura matérialisé cette récession qu'on voit, c'est aussi un moindre effet de corrélation, justement. Et donc, on retrouve du sens à aller chercher des actifs qui sont plus autant corrélés entre eux. Et donc, on retrouve le boulot idiosyncratique d'investissement, d'aller chercher des sociétés qui seront mieux positionnées, etc. Donc ça, effectivement, paradoxalement, ce serait la bonne nouvelle du basculement en mode récession du marché, puisque aussi les taux arrêteraient de monter, les taux souverains commenceraient enfin à corriger. Donc, ça serait aussi la fin du purgatoire pour tous ces thèmes de croissance avec une belle visibilité, etc. Donc nous, c'est plutôt là-dedans où on cherche à faire nos investissements parce qu'on est assez convaincu qu'effectivement, on est dans la phase de basculement entre l'histoire unique de taux d'intérêt et le basculement finalement dans l'histoire récession avec le pic inflation et les taux qui se mettent à corriger. Donc c'est plutôt dans ce spectre-là où on va aller chercher la croissance, la qualité, la visibilité. Ouais. Est-ce que, dernière question, Edmund, est-ce que l'obligataire souverain peut être vraiment une alternative intéressante dans le cadre d'une récession qui s'annonce ? Toujours. Oui, malheureusement, toujours, parce que si l'inflation reste élevée, ça veut dire quand même que les banques centrales resteront déterminées, y compris dans une phase de récession. Oui, mais attention, Grégoire, si on a une vraie récession, pas une récession modeste, modérée, mais une vraie récession, le taux d'inflation va baisser beaucoup. Voilà. D'accord. Et c'est moi, parce qu'on détruit la demande domestique, on détruit le consommateur. À un moment qu'on détruit le consommateur, les prix baissent, le taux d'inflation baisse et les obligations souveraines remontent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vraiment, il faut être pessimiste. Là, il faut être pessimiste. Mais si on est pessimiste,
On achète les obligations. Il y a des opportunités. Voilà, pour les pessimistes, il y a des opportunités aujourd'hui sur le souverain. Même pour les pessimistes. Voilà. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management, Benoît Pelloil, Vega IM et Thomas Friedberger, Tikehau Capital étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat et de la stratégie d'investissement qui permet d'adresser le dérèglement climatique. Nous en parlons avec Nicolas Kieffer, qui est gérant chez Montpensier Finance. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous gérez notamment le fonds M Climate Solutions chez Montpensier Finance. Oui, je voulais qu'on fasse un petit point quand même, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment en Europe, avec l'idée que les stratégies climat qu'on a pu déployer ces dernières années se retrouve démultiplié par la nécessité d'indépendance et de souveraineté énergétique. Je parle évidemment du territoire européen et de la crise gazière liée à la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est effectivement, oui, un objectif d'indépendance qui vient renforcer encore un peu plus le thème climatique, ou est-ce que ce sont des objectifs qui ne sont pas forcément convergents à court terme, Nicolas ? C'est exactement ça. C'est vraiment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait l'objet d'une énième prise de conscience collective sur le fait de voir, sur la souveraineté énergétique, sur le fait de devoir être indépendant sur son approvisionnement. Au moment de l'invasion, 40% du gaz importé dans l'Union européenne venait de Russie. Donc clairement, on a vu la nécessité de créer des alternatives. Quand on regarde les délais de déploiement d'installations sur le nucléaire, on est entre 5 à 10 ans de développement. Sur le gaz, on est entre 3 ans et 5 ans. Et sur l'éolien, le solaire, on est sur en fonction du terrain, en fonction du onshore, offshore, etc., on est entre 6 mois et 18 mois. Ouais. Donc clairement, on a vu un recentrage de toutes les politiques, les plans de relance, etc., sur le renouvelable. Ouais. On l'a vu par exemple avec Repower EU en Europe, qui a clairement axé ses investissements sur le développement du renouvelable, sur le fait de vouloir diversifier les sources d'approvisionnement et sur l'efficience énergétique. Parce que c'est aussi un point qui est important, c'est que dans la thématique de la transition écologique, il y a la production d'énergie qui est très importante, mais effectivement, il y a aussi la consommation. Et si, à production constante, on arrive déjà à réduire la consommation, on a quand même résolu une bonne partie de la problématique. Et si on dézoome, parce que c'est important de voir cette problématique. C'est un problème systémique. Global. On voit qu'en Chine, encore ce week-end, le président chinois a réitéré, lors de son discours, les objectifs de pic d'émissions en 2030, de neutralité carbone d'ici 2060. Et pour ça, va encore déclencher des investissements massifs dans le renouvelable. Ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est très important. Et on pourra revenir dessus, mais aussi aux US, où là, clairement, c'est le plan le plus tangible avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été voté fin juillet et qui, là, clairement, pareil, déploie des centaines de milliards dans le développement du renouvelable. Donc, on voit qu'on est vraiment un point important et que ça va être c'est un accélérateur. Alors, c'est un événement malheureux, mais un accélérateur très fort pour la thématique. Cette démultiplication des efforts un peu partout sur la planète, sans qu'ils soient coordonnés, il est quand même concomitant. Est-ce que ça redonne de la dynamique à la thématique boursière, notamment sur la partie renouvelable que vous traitez forcément dans le fonds M Climate Solutions, Nicolas? Parce que si on regarde les performances sectorielles à date depuis le 1er janvier, c'est pas un marché très ESG qu'on a cette année. C'est le cas de le dire. Mais c'est peut-être un bon déclic d'ailleurs, de comprendre pourquoi le marché n'a pas été ESG. Alors malheureusement, c'est pas si simple que ça. On n'a pas un effet de 1 pour 1. Si on remet un peu en perspective, depuis le début de l'année, on a eu les 2 premiers mois qui étaient clairement dans la même dynamique que 2021, donc surperformance des secteurs qui ne sont pas du tout dans la thématique, donc le oil and gas, les financières, les matières premières, etc. L'invasion de l'Ukraine, où là, clairement, ça a été un vrai driver pour la thématique, puisque les gens se sont très vite rendus compte que il fallait investir dans les opérateurs renouvelables, dans les développeurs, etc. Un nouvel élan en juillet avec l'IRA, qui a été voté au Sénat. Donc là, clairement, plus les valeurs exposées aux US. Et depuis début août,
une montée des taux assez forte, si on prend le 10 ans américain, de 2,50 à 4% fin septembre. Et donc là, clairement, de nouveau un désamour des sociétés on va dire typée croissance, dont la valeur future est très dépendante de la valeur d'aujourd'hui. Et donc clairement, là où je veux en venir, c'est que boursièrement, ce qui nous fait mal, en tout cas ce qui fait mal à la thématique, c'est pas tellement le niveau élevé des taux, mais c'est plus la forte volatilité des taux. Et donc les phases de montée très fortes sont vraiment dommageables. En revanche, quand on s'adapte, quand on arrive à se stabiliser à un niveau même élevé, les acteurs du renouvelable et même de tous les autres segments qui nous intéressent arrivent à s'adapter et à répercuter ça sur les projets, sur les financements. Et donc clairement, ce qui nous fait mal, c'est la forte volatilité des taux. Vraiment. C'est un point majeur et qui va même au-delà de votre thématique climat. Toutes les grandes thématiques, méga trends, qui sont souvent quand même des thématiques growth, de croissance, ont beaucoup souffert de ce repricing monétaire qui a réajusté les valorisations. Mais vous êtes convaincu, en tout cas pour votre thématique, que le jour où on sera stabilisé sur les taux directeurs des banques centrales à 3, 4%, 5, j'en sais rien, on verra, ces thématiques-là fonctionneront à nouveau sur la base des fondamentaux de la thématique et des entreprises. C'est exactement ça. C'est que si on reprend les cours d'analyse financière classiques, c'est qu'on est sur des sociétés dont la valeur d'aujourd'hui dépend beaucoup des flux futurs. Ces flux futurs sont actualisés à un taux qui est forcément plus élevé. Et aujourd'hui, quand on regarde nos acteurs du renouvelable, par exemple, le marché intègre donc la valeur aujourd'hui de la capacité de production actuelle, mais n'intègre pas dans ses valorisations la croissance future. Donc à partir du moment où on a la conviction, comme nous, que le potentiel est là, ça crée une opportunité d'achat sur cette thématique aujourd'hui sur le marché, clairement. Comment vous regardez la place de l'État dans cette thématique ? C'est-à-dire qu'on le voit effectivement, et on en discutait auparavant, il y a une demande de la part des opinions publiques infinie quand elles se tournent vers les États sur les sujets sociaux, d'inégalité, de démographie, etc., et sur le sujet climatique. Et donc l'État assume son rôle, j'allais dire. Alors, il a fait beaucoup d'erreurs sur la stratégie énergétique en Europe, on ne va pas y revenir, mais il continue de vouloir assumer un rôle de leader en prenant le risque, en mettant l'argent sur la table, en fléchant beaucoup d'argent public notamment sur des stratégies, sur des technologies, sur des solutions. Comment on est sûr que c'est un bon playbook quand on est investisseur privé ? Est-ce qu'il faut quand même parfois garder une forme de subjectivité par rapport au cadre étatique qui est fixé sur la question climatique et de la transition énergétique. L'hydrogène, par exemple, est un exemple parfait. Oui. Est-ce que c'est la solution d'avenir ? Quel poids aura l'hydrogène dans le mix énergétique demain ? Comment on répond à ces questions quand on est investisseur privé ? Le but, alors nous, c'est vraiment, on a une approche qui est très globale, c'est-à-dire tout en restant très très pur vis-à-vis de la thématique, on s'intéresse à la problématique climatique dans son ensemble. Donc on va s'intéresser à la production d'énergie, si je le disais, l'efficience énergétique, donc la consommation, mais aussi on va s'intéresser à d'autres vecteurs comme la mobilité, déchets, oui. La mobilité par exemple, dont fait partie l'hydrogène. Aujourd'hui, il serait complètement fou d'investir 100% dans l'hydrogène. On a la conviction que c'est un game changer pour le futur. Aujourd'hui, les sociétés de l'hydrogène n'ont pas la capacité et la taille critique pour être le standard d'aujourd'hui. On voit que ça commence à être très intéressant, notamment avec le baril à 90 ou 100 $, etc. L'hydrogène vert est de plus en plus intéressant, de plus en plus compétitif par rapport aux sources traditionnelles. Mais aujourd'hui, si on regarde la voiture individuelle, ce n'est pas encore une source compétitive par rapport à l'électrique. Mais avec toutes les controverses qu'on entend sur les batteries, etc., l'hydrogène, pour nous, est clairement une vraie alternative, une vraie alternative pour les 15, 20, 30 prochaines années. Que ce soit sur le transport lourd, moyen et aussi léger. Quel est un exemple de conviction là, qu'on peut trouver dans le fonds M-Climate Solutions là, qui reflète bien justement votre stratégie aujourd'hui Si on reste justement sur la mobilité,
parce que, encore une fois, vraiment, c'est global, bien sûr. Et qui est aussi une société qui pourrait bénéficier clairement et qui va bénéficier clairement de l'Inflation Reduction Act américain. C'est Darling Ingredients, c'est une société qu'on a en portefeuille. Donc c'est pas une recommandation, mais c'est une société qu'on a en portefeuille. Une conviction. Société américaine qui historiquement faisait de la récupération de carcasses animales, d'huile de cuisson, pour en faire des matières premières à forte valeur ajoutée, comme du collagène par exemple pour l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, et qui, il y a un peu moins de 10 ans, a réalisé qu'avec ces mêmes matériaux récupérés, pouvait faire du biodiesel, du carburant alternatif. D'accord. Du diesel 100%. Sourcé par de la matière bio-organique. Exactement. Et donc la principale problématique de ces métiers, on a l'exemple avec Nestlé en Europe, mais qui a aussi un business historique de raffinage, etc., c'est le sourcing. Le problème, c'est de se sourcer à matière première. Et donc, tout en contrôlant cette matière première, le Darling a résolu le 100% de l'équation, et donc axe vraiment sa stratégie de développement sur les carburants alternatifs qui vont être vraiment une source de financement pour l'ARA américain. Donc clairement et oui, c'est déjà des solutions opérationnelles, le modèle économique était prouvé de ce point de vue-là. Exactement. Et ça leur a fait gagner beaucoup de valeur par rapport aux produits qu'ils produisaient auparavant clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de croissance. Oui, j'imagine. Pas du tout sur les mêmes niveaux de profit. Valorisation, etc. Là, on va chercher vraiment de la green tech. Donc ça, clairement, c'est beaucoup plus intéressant. Comment s'appelle, vous dites Darling Ingredients. Darling Ingredients. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu discuter de votre stratégie climat chez Montpensier Finance dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Nicolas Kieffer, gérant du fonds M-Climate Solutions chez Montpensier Finance, était notre invité en plateau. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.